Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde numérique de Jérôme Colombin et Futur Hebdo, le média de nos futurs immédiats. Time Out, le film d'Andrew Niccol, fait partie de la catégorie anticipation de la galaxie science-fiction. Mieux que cela, Time Out est une anticipation sociale. Là, point de vaisseaux spatiaux ou de pistes laser, encore moins d'extraterrestres. Juste une projection, une transposition de nos sociétés dans un avenir spéculatif. C'est ainsi que Time Out rejoint des romans tels que 1984 de George Orwell ou La Servante écarlate de Margaret Atwood. L'anticipation du monde de Time Out propose principalement deux postulats. La disparition de la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets, et le cloisonnement de la ville. Le développement de l'intrigue, quant à lui, repose sur une licence créative, un unique élément de suspension consenti de l'incrédulité. Dans cet avenir, les humains sont tous génétiquement modifiés pour ne plus vieillir, à compter de 25 ans. Dans cet avenir, le temps a donc remplacé l'argent. Le temps à vivre s'échange, se troque, est volé, est épargné, thésaurisé. Alors, pour éviter une inévitable surpopulation, car potentiellement immortels, les humains ne sont pas pour autant stériles, quand ils n'ont plus de temps à vivre, les humains meurent de pauvreté temporelle. À l'inverse, la richesse est synonyme de décennies, même de siècles. Ce temps qui vaut de l'or est affiché sur un compteur, un tatouage évolutif et lumineux qui, sur l'avant-bras, devient terne quand le temps à vivre atteint 0. De plus, telle une mesure de paix sociale, la métropole dans laquelle se déroule l'action est divisée en différents quartiers, des territoires définis par le niveau de vie de ses habitants. Des péages sanctionnent le passage d'une zone à une autre, le coût de ces péages se comptant bien évidemment en temps, en jours, en semaines, même en mois quand on se rapproche des quartiers les plus huppés. Certains films de science-fiction ou d'anticipation indiquent une date dans le futur au cours de laquelle se déroule l'intrigue. Le film Time Out, lui, ne donne que peu de moyens pour évaluer cette distance dans l'avenir. Pour se figurer le temps qui nous sépare de cette anticipation, peu importe que celle-ci soit souhaitable ou non. En effet, les différences technologiques ou sociales avec notre présent sont ténues. Les lieux, les objets que nous croisons tout au long du film sont ceux que nous pouvons côtoyer au quotidien. La principale de ces différences repose sur la généralisation admise d'un eugénisme d'État, celle d'un contrôle génétique qui s'applique à l'ensemble de la population dans ce qui pourrait être les USA du futur. Dans ce film, ce rêve de mort de la mort vire au cauchemar pour les plus pauvres, celles et ceux qui sont confinés dans des ghettos. Cependant, dans le réel, on reste loin, même très loin d'un avenir où l'humanité serait capable 1. D'éradiquer génétiquement la mort et 2. De transférer à l'ensemble de la population d'un pays une telle mutation génétique. Reste que les deux postulats sociaux, la disparition de la monnaie fiduciaire et le cloisonnement de la ville, eux, ne sont peut-être pas si éloignés que cela de nous. Commençons par le cas de la ville cloisonnée et posons-nous la question, nos villes sont-elles ou non sous la menace de ne plus être des espaces urbains d'échange et de libre circulation ? Après un oui immédiat et évident, à bien y réfléchir, on pourrait néanmoins évoquer certaines populations qui s'interdisent de se rendre dans certains lieux. Théâtre classique, opéra, lieux de conférence, ce qui peut arranger une autre tranche de la population. Ailleurs, ce sont certains quartiers où la représentation publique n'est plus souhaitée. Pompiers, ambulances, plombiers, électriciens, sans même parler des forces de l'ordre. À entendre ce qui précède, l'auditeur serait en droit de dire que le chroniqueur se permet des conclusions alarmistes et hâtives, tirant avec une forme de légèreté sur des ficelles qui servent son propos. Peut-être. Cependant, la liste des exemples d'autres formes de villes peut continuer à s'allonger
en y ajoutant les communautés closes, ces communautés élitistes dont le nombre à l'échelle de la planète ne cesse de croître. On peut commencer par citer les villes d'Orania ou de Kleinfontein, en Afrique du Sud. Au prétexte de préserver la culture afrikaner, ces deux communautés fleurbont l'apartheid à nauséam, puisqu'on y vit de manière revendiquée et assumée qu'entre blancs. Moins sulfureuse mais tout aussi dystopique sous des atours alléchants, il faut ensuite citer The Line, Neom, le projet urbain le plus dantesque qui soit, un seul et unique bâtiment long de 170 km, haut de 500 mètres et large de plus de 200. Prévu pour être bâti au milieu du désert saoudien, ce projet est promu par Mohammed Ben Salman, l'actuel homme fort d'Arabie Saoudite. Neom sera un espace unique, clos, climatisé et contrôlé. Il faudra bien évidemment montrer patte blanche et compte bancaire bien nantis pour compter parmi les élus de The Line. Si ces derniers exemples demeurent extrêmes et hors des frontières de France et d'Europe, chez nous on pourrait évoquer les quartiers de riches ou les communautés de seniors. Ainsi, tous ces éléments pourraient s'avérer être des graines d'un avenir tel qu'il est décrit dans Time Out. Reste maintenant à analyser le deuxième postulat social du film, la disparition de la monnaie fiduciaire. Déjà un constat. Malgré la montée en puissance des paiements dématérialisés, nous utilisons toujours billets et pièces sonnantes et trébuchantes. Cependant, d'autres dispositifs dématérialisés sont en voie de déploiement. Pour en arriver à l'avenir tel qu'il est décrit dans le film Time Out, hormis l'aspect génétique, il aura fallu que la dématérialisation de notre quotidien ne cesse d'augmenter. Il aura fallu que les données collectées ne cessent de converger. Il aura fallu qu'au nom du confort, de la tranquillité des esprits et des corps, le citoyen ait abdiqué à bien des libertés. Encore une fois, on peut légitimement s'interroger. Est-ce un avenir trop lointain pour être accessible ? Et pourtant, en termes de convergence, il semblerait bien que nous en prenions le chemin. Regardez un peu. Quand nous remplissons notre déclaration d'impôt, voilà quelques années que celle-ci se trouve pré-remplie de nos revenus de l'année concernée grâce aux informations liées à nos activités travaillées ou chômées, liées aux allocations que l'on peut percevoir. Ces informations sont collectées par l'administration fiscale auprès des organismes sociaux, par exemple l'URSSAF ou la CAF. Un pont informatique a donc été bâti entre ces différentes administrations. À propos de la dématérialisation de l'administration, les choses ne vont pas s'arrêter là. Les prochaines étapes sont annoncées. Déploiement du dossier médical numérique, généralisation de l'usage des caméras de vidéosurveillance urbaine et en embuscade, application de l'IA à ces données. Plus loin, on en parle de temps en temps, surtout en regardant ce qui se fait à l'extérieur de nos frontières, on pourrait évoquer le vote électronique. Pour chacun de ces exemples, il existe des avantages objectifs. Concernant l'usage de l'IA appliqué à la vidéosurveillance, il sera testé lors des JO de Paris en 2024. Cet usage permettra le repérage des comportements suspects dans la foule et de suivre un individu jugé dangereux. Les autorités garantissent qu'il n'y aura pas d'identification systématique de l'ensemble des personnes présentes à l'image, bien que la machine serait tout à fait capable de le faire. Dans le cas du dossier médical, bien des malades verront leur quotidien simplifié une fois que les médecins qu'ils consultent pourront avoir accès à l'ensemble de leur dossier, sans risque de perte de pièces, d'analyse, de compte-rendu, de scanner, de radio, que sais-je encore. Il faut juste éviter qu'un petit malin trouve le moyen de collecter ce genre de données pour les revendre au plus offrant. Il en va de même pour le vote électronique qui, malgré les sécurités garanties et les discours rassurants, trace une voie vers le risque d'une manipulation de nos institutions démocratiques. En effet, à chaque fois qu'on évoque la dématérialisation d'un aspect du réel tangible, on prend deux risques. Le premier est celui de la manipulation, car l'informatique n'est pas une science exacte. Dans chaque ligne de code peut se cacher une trappe qui, si elle n'est pas systématiquement utilisable par la malveillance des pirates informatiques, elle ne mine pas moins le rapport de confiance qui doit exister entre l'individu citoyen et l'opérateur, public ou privé, de ces services.
Le deuxième risque est l'exploitation des données à l'encontre de l'individu émetteur de ces mêmes données. Prenez le cas des montres connectées, qui savent tout de nos activités physiques et donc de l'évolution de notre santé. Ces montres n'enregistrent-elles pas nos faits et gestes, les rythmes de notre cœur et la qualité de notre sommeil ? Autant de données qui seraient très utiles à un assureur pour évaluer les risques liés à tel ou tel mode de vie. Heureusement, pour le moment, la France et l'Europe semblent avoir fermé la porte à de tels usages des données individuelles. La Belgique a même modifié sa loi relative aux assurances pour interdire, entre autres, à un assureur de refuser un contrat ou d'augmenter le coût d'un produit si un client assuré refusait d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté. Pourtant, à l'autre bout de la planète, un État, la Chine, a déjà franchi bien des jalons, bien des interdits d'un point de vue occidental, pour tendre vers un contrôle d'État quasi systématique des individus. Année après année, la Chine a mis en place un système de crédit social qui, pour les plus vertueux des citoyens, leur simplifie la vie. Certains Chinois y voient même un jeu grandeur nature. A l'inverse, les citoyens les moins bien notés voient leur accès aux administrations ou à certains services restreints, ne serait-ce que l'achat d'un simple billet de train. En Chine, la convergence des données concernant chaque individu permet de payer un service ou un bien avec son seul visage sans qu'on ait auparavant donné son accord pour un tel usage. Terreur pour certains, confort pour d'autres et finalement, on s'aperçoit surtout qu'on n'est pas si loin du monde de Time Out. Au cours de cette analyse, il a été fait plusieurs fois mention de démocratie, de citoyenneté, de liberté. On pourrait ajouter à cette liste le respect de la vie privée, le droit à l'oubli numérique, le droit au tangible. Qu'on le veuille ou non, les outils numériques sont dans notre quotidien et ils y resteront. Par contre, parce que nous sommes en démocratie, nous avons le droit et le devoir de faire savoir ce que nous voulons comme usage pour ces outils. Si le confort est légitime, il ne doit pas pour autant mettre en danger notre liberté et notre démocratie. Elles ont été acquises de haute lutte par nos mères et nos pères. Et si le présent est prêt à s'accommoder avec certaines collusions coupables, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, ne pensez-vous pas que cependant ce même présent, nous, doit permettre à l'avenir de conserver le respect et l'usage de sa liberté d'agir, liberté qu'ont perdu celles et ceux qui vivent dans le film Time Out ? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur, une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.